Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre. On a une belle conférence ce midi planifiée par Sylvain Jutra, qui est professeur titulaire ici au département des sciences du bois et de la forêt. Sylvain est également le directeur du programme de baccalauréat en aménagement et environnement forestier. C'est un pilier de notre département. Fait que c'est le fun qui vient nous présenter ses travaux. Puis Sylvain, c'est un spécialiste de milieux hydriques, humides. Il s'intéresse à la voirie forestière, il s'intéresse à l'aménagement forestier aussi, puis à la cartographie des milieux humides, puis justement avec les nouvelles technologies, le LIDAR, puis ça tombe bien. Sylvain, vous nous parlez des grandes avancées, la révolution du LIDAR dans la cartographie des milieux humides hydriques. Fait que je te remercie encore, Sylvain, d'avoir accepté notre invitation, puis je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à tous et à toutes. Je suis bien content d'être présent ici pour vous faire une présentation et ceux et celles qui sont en ligne sur justement les immenses améliorations de la cartographie des milieux humides et hydriques grâce au LIDAR. Puis pour commencer, je vais vous commencer par vous expliquer un concept de base qui est quand même assez important, mais qui n'est pas si simple, mais qui est incontournable pour la suite des choses. C'est qu'est-ce que c'est des milieux humides et hydriques? Parce que ça semble être clair, c'est facile à comprendre, mais quand on est dans les détails de la gestion du territoire, c'est autre chose. Donc, au Québec, on a une loi chapeau qui couvre beaucoup d'enjeux d'aménagement du territoire, qui est la loi sur la qualité de l'environnement. La loi sur la qualité de l'environnement définit, c'est dans cette loi-là qui, depuis, en fait, pas si longtemps, depuis 2018 environ, on a une définition claire des milieux humides et hydriques. Puis les milieux humides et hydriques, là, je le mets en parenthèse, justement parce que c'est défini comme ça. C'est une famille de choses. Donc, les milieux humides et hydriques, c'est pas écrit les milieux humides ou les milieux hydriques, c'est les milieux humides et hydriques. C'est comme ça que c'est formulé. Bien, ce sont les lieux d'origine naturelle ou anthropique. Donc, ça veut dire, ça peut même être des milieux artificiels qui se distinguent par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire. Donc, il peut avoir de l'eau des fois ou tout le temps. OK, vous comprenez, là, ça commence à être large. Laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol. Donc, ça peut être même des endroits où l'eau est présente, mais dans le sol, pas à la surface. OK, vous comprenez, ça commence à être large, et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Donc, ça va bien pour certaines définitions, mais c'est une définition extrêmement large de ce que sont les milieux humides et hydriques. À toute fin pratique, on pourrait même s'obstiner pour dire, un stationnement de Walmart, c'est un milieu humide et hydrique. Parce que, techniquement, quand il pleut bien fort, il y a de l'eau en mouvement, diffuse, puis de façon temporaire. Puis c'est artificiel. C'est pas une joke, là. C'est une définition extrêmement large. Mais une chance, il y a dans la définition, ça inclut aussi beaucoup de sites, mais ça les définit. Donc, on s'attend à ce que ce soit des lacs, des cours d'eau, des fleuves, un golfe, des mers, un littoral, des rives, des zones inondables, mais aussi ce qui est plus considéré comme des milieux humides, donc les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Ça fait quand même beaucoup de choses. Puis à l'intérieur de cette définition-là, de tout ce que sont les milieux humides et hydriques, il y a un petit texte qui nous dit les milieux humides, dans tout ce qui est là, ce sont des milieux qui sont également caractérisés par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles. Et ça correspond bien aux définitions de ce que sont les milieux humides dans la littérature scientifique. La question, c'est les milieux hydriques, c'est très large. Parce qu'il y a même des zones inondables. Des zones inondables, ça veut dire que le sous-sol d'une maison qui se fait inonder une fois aux 25 ans, c'est un milieu hydrique et humide. C'est comme ça que la définition est écrite. Donc, ça va très, très large. Au Québec, les écosystèmes qui sont des milieux humides et hydriques sont très abondants parce que, puis c'est pas nécessairement la même chose, c'est ça qui est un peu particulier, là, à l'échelle planétaire, on n'est pas dans une situation où il y a autant de cours d'eau, autant de milieux humides, parce que c'est pas tous les territoires qui sont vastes, froids et humides, comme le territoire du Québec, qui sont justement des conditions climatologiques techniques qui permettent de maintenir des écosystèmes comme ceux-là. Si on est dans le désert, oui, il y en a des milieux humides et hydriques, mais ils sont beaucoup moins abondants spatialement, dû justement à l'abondance ou pas d'eau sur le territoire.
Donc, qu'est-ce que c'est les milieux hydriques? On va commencer par ceux-là parce que vous allez voir, je vois quand même assez dans le détail là-dedans. Bien, il y a d'abord les plans d'eau, c'est assez évident. Donc, tout lac, toute surface d'eau qui a, en fait, où l'eau se maintient, où il n'y a pas nécessairement de circulation d'eau. Les cours d'eau, bien, ce sont des territoires où l'eau est en circulation. Parfois, sur un cours d'eau, il peut y avoir des bassins qui ralentissent l'écoulement, mais au final, c'est de l'eau qui circule. Puis on a souvent tendance, là j'ai mis entre parenthèses rivière, mais une rivière, que ce soit la rivière Saint-Charles ici qui approvisionne en eau potable, la Montmorency où il y a les chutes Montmorency, ce sont des cours d'eau. Mais c'est des cours d'eau de très large envergure et la dynamique de ce qui se passe sur ces écosystèmes-là est très différente des tout petits cours d'eau de tête qui sont des cours d'eau permanents ou même avec des cours d'eau de régime intermittent. Et ça, cette nuance-là, elle existe surtout dans l'aménagement forestier au Québec, où on s'intéresse à la permanence ou à l'intermittence de l'écoulement, mais ce n'est pas le cas en milieu urbain, en milieu privé au Québec, que ce soit un écoulement permanent ou intermittent, on s'en fout, c'est un cours d'eau, c'est pas un cours d'eau. Donc, à partir de là, il y a comme une ambiguïté, mais on connaît dans la dynamique naturelle qu'il y a des cours d'eau qui sont tellement hauts dans le bassin versant, tellement à la tête du bassin versant, qu'ils vont avoir des écoulements intermittents. Donc, quand il y a un gros cours d'eau, un gros coup d'eau, donc beaucoup de pluie qui tombe, ces cours d'eau-là vont être actifs, il va y avoir de l'eau qui va s'écouler, mais dès qu'il n'y a plus d'eau qui tombe sur le territoire, ces milieux-là deviennent secs. Donc, ça, cette question-là est quand même assez complexe dans la caractérisation, justement, cartographique de ces milieux-là. Au niveau des milieux humides, ça, c'est ma fameuse diapo que je passe depuis une couple d'années. Je vais essayer de faire ça rapidement, mais c'est important, c'est pour vous parler de qu'est-ce que sont les milieux humides. Là, depuis tantôt, je parle de milieux humides et hydriques. J'ai dit, c'est quoi des milieux hydriques? Ça va bien. Milieux humides, maintenant. Les milieux humides, ce sont tout ce qui n'est pas entre un milieu terrestre, qui est jamais inondé, et un milieu hydrique, que je viens de parler, lac, rivière, et mer. Tout ce qui est entre les deux, c'est tous des milieux humides. C'est littéralement une grande famille d'écosystèmes extrêmement diversifiés, mais qu'on a tendance à, justement, pas bien identifier sur, en fait, les fonctionnements hydrologiques qui les maintiennent. Entre autres, il y a ce qui est le plus proche d'un milieu terrestre, c'est le marécage non inondable. Donc, le marécage non inondable, pour un forestier, c'est un peuplement un peu moins productif sur un sol relativement fin, donc un sol minéral. Ça va généralement être la grande majorité du temps des sols assez fins. Donc, si on a de la machinerie qui s'en va là-dedans, c'est des sols qui vont maintenir beaucoup d'eau sans bourber. Mais c'est des écosystèmes qui sont très, très proches du milieu terrestre, à peine si, justement, on remarque que la nappe phréatique est un petit peu plus haute à ces endroits-là. Mais pas suffisamment haute pour créer des sols organiques. Si on a des sols organiques qui, avec le temps, s'accumulent, bien, on va avoir plus de 30 cm de matière organique. À partir de là, bien, le milieu humide devient une tourbière. C'est le nom qu'on lui donne quand on a 30 cm de matière organique qui s'accumule. Il y a des types d'écosystèmes forestiers qui sont très caractéristiques de ces écosystèmes-là. Donc, on va avoir des pessières noires, surtout, qui vont dominer sur le territoire pour les tourbières non inondables. Mais ensuite, il y a des types de milieux humides qui sont des milieux humides qui sont très proches du milieu hydrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont physiquement à proximité d'un milieu humide ou d'un milieu hydrique. Donc, dans ce cas-ci, un petit cours d'eau ou un lac qui peut déborder. Dans ce cas-là, on peut avoir des marécages ou des marais. Donc, c'est des sols minéraux, mais qui, dans le cas des marécages, sont couverts par des arbres. Dans le cas des marais, par des herbes. C'est la seule différence qui fait sommairement la grande différence entre les deux types d'écosystèmes. Ce qui est différent, c'est quand il y a de la pluie. Quand on est dans une période très humide, donc dans quelques semaines ou en ce moment dans certaines régions, la fonte de la neige printanière, hivernale, dans la période printanière, on rajoute des pluies par rapport à ça, on va avoir de l'eau qui va être affleurante à la surface dans les marécages, dans les tourbières, mais surtout, c'est que là, il y a les rivières qui vont déborder. Puis les rivières, quand ils débordent, bien, ils vont justement s'en aller sur le territoire des marécages inondables et des marais. Et tout ça, c'est purement topographique. Pourquoi? Bien, si on avait un petit buton de terre ici, bien, le petit buton de terre qui est là lors de l'inondation ne sera pas inondé. Fait qu'à partir de là, bien, il n'y aura pas les fonctions de milieu humide. Donc, toute la question de qu'est-ce que sont les marécages inondables et les marais, qui jouent des fonctions extrêmement importantes de réduction des inondations, de filtration des sédiments, bien, ces écosystèmes-là, ils sont particulièrement importants pendant la période de débordement, et c'est une information purement topographique. Je vous dis ça parce que justement, le LIDAR, c'est quoi? C'est de l'information
topographiques. C'est pour ça que je m'enligne avec ces détails-là. Au niveau de l'hydrographie au Québec, ce qu'on voit au niveau de l'hydrographie, c'est qu'il existe déjà une cartographie très abondante de l'hydrographie. Donc, les données de cours d'eau, là, il y en a partout, là, puis il y en a sur des vieilles cartes. Ça, c'est des cartes de la base de données topographique du Québec qui a été mise en place dans les années 50, mais qui existait avant ça. Donc, on a plein d'informations cartographiques qui étaient faites par photo-interprétation. Là, c'était vraiment des photos aériennes mis sur un comptoir, regardées avec des loupes, en fait, des appareils qui nous permettent de voir en 3 dimensions les images. Une fois qu'on a fait des repères, on les remet avec, tant bien que mal, des systèmes du début de l'informatique qui nous permettaient de mettre des courbes de niveau, de localiser les cours d'eau, les milieux humides que vous voyez ici qui sont en olive. Donc, il y a beaucoup de fautes d'interprétation qui avaient été faites à l'époque, mais qui permettaient de bien identifier les larges rivières, donc les cours d'eau qui étaient de grande envergure, comme ici, c'est la rivière Jacques-Cartier, c'est un secteur dans le coin de Shannon. Mais les petits lacs et les ruisseaux étaient très imprécis parce qu'il fallait les photo-interpréter à travers le couvert forestier. Puis quand on regarde une photo aérienne, on voit qu'il y a une dépression, mais on ne voit pas le cours d'eau parce qu'il est caché sous les arbres. Donc, les petits lacs et les cours d'eau et les petits ruisseaux étaient très imprécis et les tourbières aussi étaient mal délimitées parce qu'on faisait généralement juste la cartographie des milieux ouverts où il n'y avait pas d'arbres. Puis ça, c'était ça la tourbière. Ça se limitait pas mal à ça et ça a été ça pendant longtemps. Depuis 2009, il y a des initiatives qui ont été mises en place par le ministère de l'Environnement qui ont collaboré avec Canards Illimité Canada, qui est un organisme qui fait justement la cartographie des milieux humides détaillés. Et ça, c'est disponible dans plusieurs régions et ça nous aide à vraiment mieux comprendre et mieux voir où sont et que sont les types de milieux humides sur le territoire. Ces cartes-là, justement, s'ajoutent à la panoplie de cartographie qu'on avait, mais qui est quand même, je le répète, toujours quand même assez imprécise. Pourquoi ça devient important de savoir c'est où se situent les milieux hydriques et, entre autres, les milieux humides? C'est parce qu'il y a plein de réglementations qui existent pour permettre l'aménagement du territoire. Justement, c'est des contraintes. Donc, il existe plein de mesures de protection pour protéger ces écosystèmes-là, parce qu'on le sait depuis longtemps qu'il faut faire attention à ne pas endommager les milieux aquatiques parce que ça a un effet de dilution, d'apport de sédiments. Il y a plein d'effets négatifs par rapport au territoire, l'aménagement du territoire qu'on peut faire et les impacts qu'on peut avoir sur la qualité du milieu aquatique. Donc, à partir de là, il y a plein de mesures de protection. Ici, je vous montre les principales pour la forêt publique où, lorsqu'on a un cours d'eau qui est permanent, on va laisser par défaut 20 mètres de bande riveraine de chaque côté. Et quand on a un cours d'eau intermittent, on va laisser 6 mètres de chaque côté. La définition de ce qui est permanent et intermittent, il y a bien des débats. C'est généralement fait sur le terrain, mais il reste qu'on avait des cartes qui nous permettaient un petit peu de prévoir ça, basées sur de la photo-interprétation, ça, je vous le souligne. Donc, ça permet de laisser les lisières boisées qui nous permettent de efficacement protéger les milieux aquatiques contre le passage de la machinerie dans les territoires. Mais il y a aussi toute la question de l'identification, justement, de comment on installe les ponceaux, à quel endroit on installe des ponceaux, toute la planification du réseau de voirie forestière dépend aussi de notre connaissance de y a-t-il un cours d'eau à traverser, y a-t-il des petits cours d'eau, des gros cours d'eau, et ainsi de suite. Donc ça, cette planification-là, elle a une grande importance. Puis toute la question des milieux humides, bien, quand on a des zones qui sont propices à l'orniérage, bien, normalement, on ne fait pas d'ornière. Fait que la photo qui est là, c'est un mauvais exemple, si vous avez compris. Donc, cette zone-là, qui était propice à l'orniérage, a été entièrement orniérée lors des travaux, mais il y a des cadres réglementaires qui nous permettent ou qui exigent d'avoir une réduction le plus possible de l'orniérage. Par contre, sur terre privée, la même chose s'applique. Il y a des mesures de protection, mais sur terre privée, c'est une autre paire de manches, c'est complètement un autre règlement qui s'applique, c'est pas du tout la même structure. Et dans ce cas-là, bien, autour des lacs et des cours d'eau, il faut laisser, en fonction de la pente, de 10 à 15 mètres de bande riveraine quand on est en milieu forestier. Mais si on est en train de faire des pratiques agricoles, on a le droit de faire nos pratiques agricoles jusqu'à 1 mètre ou même 3 mètres en fonction de la situation de la pente le long de ces cours d'eau-là. Ça ne fait aucun sens parce qu'on passe des machines agricoles dans ces secteurs-là. Donc, mais c'est le cadre réglementaire qui est là. Donc, il y a beaucoup de débats à savoir, ça, là,
c'est-tu un cours d'eau ou est-ce que c'est un fossé? Parce que quand c'est un fossé, ben c'est 0 mètre. C'est encore plus facile à gérer. Puis là, ça s'ostine bien fort à savoir, ça, c'est un fossé ou c'est un cours d'eau? Pour être capable de sauver ça de large de production agricole. Puis c'est pas une joke. C'est des débats qui, à l'heure actuelle, me font capoter. Ça n'a pas de sens au point de vue de la protection du milieu aquatique, mais il reste qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de débats autour de ça. Ici, je vous montre juste l'étendue de ce qu'on peut jaser quand on est en train de jaser, justement, de protection des milieux aquatiques. C'est pas petit, là. Il y en a du cadre réglementaire, même que ça devient tellement gros et complexe que c'est pas facile à suivre. Donc, les lois et les règlements qui visent la protection des milieux humides et hydriques. Là, il y a la loi sur la qualité de l'environnement, la loi concernant les milieux humides et hydriques, la loi sur l'eau, la loi sur les compétences municipales, et il y en a plusieurs autres. Il y a le règlement pour les activités, j'ai de la misère, le REAFI, en fait, c'est pour le régime d'autorisation pour l'article 20 et 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Il y a le règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, le règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, le régime transitoire, le nouveau RMUN qui a commencé la semaine passée. Je vous ai-tu perdu? J'espère. C'était ça le but. Juste ça, là, c'est tous des règlements, toutes des lois, toutes des affaires qui visent la protection des milieux aquatiques. C'est pas qu'il en manque pas, là. C'est qu'on en a beaucoup, puis ils ne chevauchent pas tout le temps comme il faut. En plus, on peut rajouter des règlements des MRC, des règlements municipaux, et il y a maintenant des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Et tout ça, c'est basé, entre autres, sur terre privée, sur cette grande définition-là de c'est où qui est le milieu hydrique. Ah, hey, c'est drôle. Moi, sur les cartes, à chaque fois que je vois un cours d'eau, c'est une ligne sur une carte. Ah ouais, mais vu de même, c'est pas une ligne, hein? C'est une surface. Puis ça prend de la largeur. Toute cette question-là, de la compréhension et de la cartographie des milieux humides et surtout les milieux hydriques, c'est basé sur des lignes. C'est des données vectorielles. Puis pourtant, c'est des surfaces, ces territoires-là. C'est la ligne des hautes eaux. Toute cette zone-là, c'est le littoral. Le littoral, c'est une surface. Et après ça, on a des rives de protection qu'on met. Et ça, là, il n'y a aucune carte qui nous montre ça en ce moment, la largeur que prend le milieu hydrique sur le territoire. On a plutôt son simili centre-ligne, mais on n'a pas sa largeur. Et ça a changé d'ailleurs le règlement en 2023 et ça vient de changer. C'est pas une joke, la semaine passée, c'est mars 2026. Puis c'est tous les mêmes règlements, mais avec plein de nouveaux détails, définitions, ben pas définition, mais surtout une délimitation. Le cadre réglementaire qui vise la protection des milieux hydriques est en complète réforme depuis un bon bout de temps. Mais là, ça commence à être proche d'une convergence. Le cadre réglementaire est solide. Il va falloir le faire appliquer par les autorités gouvernementales. De là, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est de vous commencer à vous parler du fait qu'il y a des données LIDAR. Bon, c'est pas tout le monde qui connaît. Bien, ici, dans la salle, pas mal tout le monde sait c'est quoi les données LIDAR. Peut-être en ligne, il y en a qui le connaissent moins, mais les données LIDAR, en fait, on peut en avoir dans nos téléphones, il y en a dans les véhicules maintenant. C'est un système qui émet des lasers et qui, par le retour du signal laser, est capable de mesurer des distances extrêmement précises. Donc, si on installe un capteur LIDAR qui envoie des impulsions laser vers le bas dans un avion, bien, on survole le territoire et on est capable de générer des nuages de points. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'est les retours du signal laser qui a été émis par l'avion, qui est remesuré par l'avion, mais qui nous donne une couverture comme ça incroyable, qui nous permet, entre autres, parce que le ministère, en fait, au Québec, le ministère des Forêts a fait un grand programme d'acquisition de données LIDAR sur l'ensemble du territoire forestier, donc 500 000 km, a tout rendu ça disponible gratuitement parce que l'intérêt du ministère des Forêts, c'est ça, la hauteur des arbres. Parce qu'on veut savoir il y a combien de bois dans le bois. C'est assez simple comme méthode. Sauf que pour savoir la hauteur des arbres, il faut trouver l'altitude de la cime. C'est quand même assez facile. C'est pas si simple que ça, là, mais à la base, c'est l'information qui nous intéresse. Puis ensuite, l'altitude du sol. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un bon modèle numérique de terrain pour être capable d'avoir la bonne hauteur des arbres. Mais par défaut, c'est ça qui m'intéresse. Moi, l'altitude des cimes en hydrologie, c'est pas important. Par contre, l'altitude du sol, il a été bien fait
parce qu'on n'avait pas le choix de bien le faire. C'est un dérivé, en fait, de l'information qui m'intéresse énormément. Donc, le projet de la direction des inventaires forestiers du ministère Forêt, Faune et Parcs, qui a changé de nom depuis, a procédé à l'acquisition pour tout le Québec méridional, 500 000 km². Ça s'est fait dans une période de 7 ans et sont déjà en ce moment de refaire des survols à nouveau. Donc, ça a déjà recommencé depuis l'année passée de renouveler ces informations-là parce que la forêt continue de grandir. Donc, il faut continuer à prendre de l'information là-dessus. Mais tout le territoire, et ça, c'est fascinant, c'est tout disponible gratuitement sur forêtouverte.gouv.qc.ca. Je vous le répète, c'est offert gratuitement. Et depuis 2010, en pandémie, 2020. Je me rappelle 2020 ou 2021 que ça a été rendu officiellement disponible publiquement sur Forêt ouverte. Il y a beaucoup de provinces qui n'ont pas ça là, en ce moment. Là. Il y en a qui l'ont depuis un petit peu plus longtemps. Le Nouveau-Brunswick, c'était le cas. Mais il y a plein de provinces où la donnée n'est pas encore aussi facilement disponible gratuitement à tous. Et ça, c'est magnifique. C'est un projet d'envergure qui a changé la donne de la vision de la foresterie au Québec. Donc, voilà pour les produits dérivés. Le produit dérivé qui m'intéresse le plus en hydrologie, c'est celui qui est le modèle numérique de terrain, le MNT par son petit nom. Dans le fond, ça se trouve à être une matrice, donc des pixels de 1 mètre par 1 mètre. Donc, 1 mètre par 1 mètre, là, c'est vraiment pas grand. Là. Et chaque pixel, il y a une élévation. Ici, le pixel, il est à 89 mètres,6. L'autre est à 89 mètres,63. Donc, chaque pixel, côte à côte, ont toute une élévation. Et à partir de là, bien, on est capable de, avec un ombrage, là, c'est quelque chose, c'est une espèce de jeu d'artifice où on envoie une espèce d'éclairage sur la matrice. Bien, ça nous permet de visualiser des côtes, des zones planes, des routes. On voit très, très bien les routes par ce modèle-là. Et cette information-là est extrêmement précise. En fait, on estime que l'erreur intrinsèque du modèle, chaque pixel, est à peu près de plus ou moins 16 cm d'élévation. C'est vrai, d'erreur en Z. C'est incroyablement précis. Il n'y avait jamais auparavant d'informations d'informations topographiques aussi précises que ça. Ça nous permet de voir toutes sortes de petits cours d'eau d'informations sur le territoire. C'est incroyable. Ici, je vous fais un exemple justement d'une tourbière, parce que ça ici, c'est la tourbière c'est la réserve écologique de la tourbière de Shannon. Donc, c'est la tourbière de Shannon. Et cette tourbière-là ici, quand on marche dessus, ça semble parfaitement plat. Mais en prenant les informations topographiques, on est capable de faire des courbes de niveau de 25 cm. Des courbes de niveau de 25 cm, c'est de la science-fiction. Il y a à peine 10 ans, là, avant ça, les courbes de niveau, c'était à chaque 10 mètres. Fait qu'il y avait une ligne qui passait sur le bord, puis c'était tout. Là. Il y avait aucune, c'était considéré comme parfaitement plat. Et ce n'est pas plat, c'est un dôme qui fait 5 mètres de haut au centre de la tourbière. C'est un dôme de tourbe. Et ça puis la donnée LIDAR nous permet de facilement mettre ça en valeur. Et si vous imaginez que si on est capable de voir un dôme, on est capable de voir qu'il y a de l'eau qui va s'en aller puis couler par là parce qu'on est capable de voir justement la topographie du sol. Donc, ça nous permet de calculer des pentes pour chacune des cellules pour déterminer la direction et l'accumulation de flux sur le territoire. Une des choses, puis justement, c'est pour vous illustrer à quel point ça a pu changer, c'est que la donnée précédente qu'on avait de cours d'eau, ça ressemblait à ça. Puis ça, c'est un territoire réel. Là. On a pris ça, c'était le cours d'eau qui avait été cartographié sur ce territoire-là. Et on voit le chemin, on voit le milieu forestier, puis là, on ne le voit pas en 3D, mais le photo-interprète avait probablement jugé qu'il y avait une dépression à cet endroit-là, puis il devait passer de l'eau. Mais grâce au LIDAR, on voit tout sous le couvert forestier. On voit très bien que le cours d'eau ne passait pas au bon endroit. Puis quand on est en train de mesurer, ouais, mais je vais-tu avoir une bande riveraine de 20 mètres, de 6 mètres, je vais la mettre où? Bien, avec ça, on n'est pas capable. Mais à partir des modèles simples où on fait juste demander, bien, c'est où que l'eau devrait s'accumuler, on arrive à tracer un réseau hydrographique réel, potentiel, des endroits où ça devrait passer. Puis on est même capable de dire, bien, ici, il doit y avoir un ponceau parce qu'il y a une route. Puis il y a des ponceaux à tels endroits. Fait que pour l'aménagement du territoire, les données LIDAR nous permettent de générer des produits comme celui-là qui sont bien, justement des écoulements potentiels, mais je vous les présente par la suite. Une des premières questions qu'on a eues en 2016, quand il y a eu un atelier sur les données LIDAR qui a été organisé par la Direction des inventaires forestiers, c'était de dire qu'il existe déjà plein d'algorithmes
Mais comment on fait pour savoir si les outils qui sont disponibles pour produire des données cartographiques à haute résolution sont bonnes ou pas? Bien, techniquement, on n'a aucune donnée au Québec qui nous permettait de valider si les données LIDAR étaient bonnes ou pas. On arrivait juste à dire, bien, la carte qui était avant, si on s'en sert, n'est pas bonne, n'est pas précise. Fait qu'on ne peut pas s'en servir pour valider. Il faut aller sur le terrain, puis des points d'observation de gens qui sont allés sur des cours d'eau de tête, il n'y en avait pas. Donc, grâce au travail en fait, si vous vous rappelez, 2016-2017, c'était la période d'austérité du Parti libéral. Donc, le gouvernement du Québec n'envoyait plus personne, il n'y avait plus de pick-up du ministère, personne ne voulait aller sur le terrain. Donc, les gens au ministère le savaient très bien qu'il fallait valider sur le terrain. Puis, ben, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, ben, ils ont dit on va le donner à quelqu'un d'autre. Donc, on a eu depuis 2017, je suis rendu à mon 10e contrat avec soit le ministère des Forêts, soit le ministère de l'Environnement, soit Hydro-Québec. On a presque 2 millions de financements depuis 10 ans qui ont été accumulés pour générer plus de 7000 heures de travail d'inventaire de terrain. On a plus de 800 kilomètres de petits cours d'eau. Ça n'existait pas, là. Il n'y avait pas de positionnement GPS, rien. Là, c'est tout coordonné, entré dans des bases de données, prêt à être analysé, puis ça a servi beaucoup. Donc, de petits cours d'eau inventoriés en Outaouais, Capitale-Nationale, en Abitibi, en Mauricie, Chaudière-Appalaches, en Gaspésie, puis on en ajoute d'autres. On a fait dans plusieurs régions, puis on va continuer à en faire. On a plus de 30 000, pas 300, mais 30 000 points de présence et d'absence de cours d'eau. Donc, ça veut dire que c'est des lieux physiques où on a dit ici il y a un cours d'eau, ici il n'y a pas de cours d'eau, ici il y a un cours d'eau, ici il n'y a pas de cours d'eau. Puis à partir de là, on est capable de faire rouler plein d'algorithmes, mais des valider puis dire si tu es exact, ça me dit-tu la même affaire que ce que j'ai vu réellement sur le terrain, et c'est extrêmement efficace. On a un petit peu moins de 1500 transects d'écotones riverains et de milieux humides parce que justement, les milieux riverains et les milieux humides sont très complexes, donc il fallait marcher dedans, puis pas juste dire c'est un milieu humide, ça c'est pas un milieu humide, mais bien ça c'est un milieu humide, puis là ça commence à être de moins en moins milieu humide et ainsi de suite. Donc ce gradient-là, on a des milliers de transects dans cette situation-là qui nous ont permis de comprendre le territoire et des milliers de ponceaux parce que les ponceaux amènent des problèmes. On a été capable, grâce à ça, dès le départ, de produire les lits d'écoulement potentiels. Donc, c'est un produit dérivé qui est maintenant disponible depuis plusieurs années, donc depuis à peu près 2021, qui sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec, donc sur Forêt ouverte, si vous voulez les avoir, ils sont disponibles. Et c'est issu de notre laboratoire. Donc, c'est des travaux où on a validé sur le terrain. C'est vrai qu'un cours d'eau intermittent commence à peu près à cette dimension de bassin versant-là. Et en fait, c'est tout simplement tous des seuils de dimension de bassin versant qui nous permettent de dire, bien, on a des cours d'eau qui sont peut-être intermittents, peut-être permanents. Donc, ces thèmes-là, c'est des suggestions, des propositions qu'on a fait au gouvernement du Québec qui, à ce moment-là, correspondait bien à ce qui était ce qu'on observait dans toutes les régions. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a de la nuance à apporter. C'est surtout les travaux de Francis Lessard et Naïm Perrault dans mon laboratoire qui ont permis de faire ça. Et ben, c'est entièrement dérivé du MNT LIDAR, puis on a justement des aires de contribution qui nous permettent d'y arriver. Donc, ces produits-là, c'est déjà disponible. Donc, c'est le genre de choses qui améliorent énormément le réseau hydrographique, parce que les lits d'écoulement potentiels, ce qu'on s'est rendu compte là, c'est pas pour tous les territoires, mais on a fait un territoire d'études à la Forêt-Montmorency, on a vraiment validé réellement la quantité de milieux hydriques, donc de cours d'eau intermittents et permanents. On est arrivé à trouver qu'il y avait presque 4 fois plus de cours d'eau intermittents qu'il y en avait sur les cartes précédentes. On a 2 à 3 fois plus de cours d'eau permanents sur le territoire. On a fait exploser la machine, mais c'est ce qu'il y a sur le terrain. C'est à quel point, justement, la cartographie précédente était approximative pour la description des milieux hydriques. Puis, il y avait, en fait, on s'est bien rendu compte qu'il n'y a aucun milieu humide qui est isolé au sens technique du terme. Les milieux humides sont tout le temps connectés à des écoulements quelconques. Et en fait, on se rend compte que c'est immensément utile pour l'aménagement durable du territoire parce que là, ça nous permet de différencier les cours d'eau permanents et intermittents et même les fossés. On est mieux capable de définir puis de caractériser les bandes riveraines, de délimiter des bassins versants avec beaucoup plus d'aisance. Maintenant, délimiter un bassin versant, c'est un clic, puis on est capable d'avoir une dimension probable des bassins versants et trouver les routes et les ponceaux sur le territoire est beaucoup plus simple.
pas fini d'inventer, là, mais il reste qu'on travaille beaucoup à essayer de détecter où sont probablement les ponceaux sur le territoire, parce qu'on n'a pas non plus de base de données des ponceaux sur le territoire au Québec. Autre produit très intéressant, c'est l'indice d'humidité topographique, puis son petit nom en anglais, c'est Topographic Wetness Index. C'est pour ça qu'on utilise encore le TWI entre nous. Mais c'est un produit aussi qui est produit par le ministère des Forêts et qui sont issus de notre laboratoire, les travaux de Émilie Drolet, Raphaël Ketching-Soulard, Naïm Perrault. Et ce sont en fait un dérivé qui nous permettent d'interpréter le territoire sur une échelle de milieu sec et milieu humide. Et c'est vraiment de la probabilité. Parce que dans le fond, quand tu es sur un bout de territoire ici, sur le bouclier canadien, très pentu, s'il y a une goutte d'eau qui tombe à cet endroit-là, il n'y a pas de chance qu'il y ait d'autres gouttes d'eau qui s'écoulent parce qu'il est à la tête du bassin versant puis c'est en pente. Donc, c'est sûr que ce territoire-là va être sec. Par contre, quand tu arrives dans des zones qui sont planes, bien, il y a beaucoup de chances qu'il y ait de l'eau qui s'accumule parce qu'en plus, il y a des cours d'eau qui s'en viennent et qui amènent de l'eau à cet endroit-là. Donc, c'est une interprétation donc de l'accumulation d'eau et de la pente locale. Donc, quand c'est plat, il y a beaucoup d'eau qui peut s'accumuler, mais on a des endroits qui sont propices à être fragiles, gorgés d'eau et qui correspondent au milieu humide dans le sens de plusieurs types de milieux humides qu'on a expliqué au début de la présentation. Donc, ça identifie bien les sols potentiellement humides et c'est un peu niaiseux, mais ça reste ça qui est le plus important, c'est que le corollaire de bien identifier les milieux humides, c'est qu'on est capable, avec beaucoup de précision, d'identifier les sols qui ne sont pas humides, tous les sols qui sont secs. Fait que les sols qui sont secs, vous voulez passer de la machinerie sur ce territoire-là, bien, allez-y, il n'y a pas de chance que ça puisse être endommagé par le passage de la machinerie ou beaucoup moins que les autres endroits. Fait que pour des questions de contraintes d'aménagement du territoire, bien, toute la question d'identifier les milieux secs devient super importante. Donc, ça permet d'identifier les zones de contrainte à l'orniérage. Ça optimise les cartographies des sentiers de récolte parce qu'on est capable maintenant de dire, bien, je vais récolter mon bois, mais sans passer par des milieux qui sont humides. Ça permet d'identifier les écotones riverains, donc les endroits où on veut justement élargir le territoire qui est considéré comme étant du milieu hydrique. Ça améliore la délimitation des milieux humides et riverains et ça permet de différencier les marécages inondables et non inondables. Et les tourbières, ça, c'est quand même une particularité quand même assez importante et qui est immensément utile, encore une fois, pour les bandes riveraines, les routes et les ponceaux. Donc, c'est tous des avantages très grands de ce type d'outils-là. Ces outils-là, par contre, il y a certaines contraintes, entre autres le fait que ben, c'est pas parfait, les données LIDAR. Les données LIDAR ne sont pas capables de voir à travers les chemins parce que c'est des données laser, c'est optique. Et quand ça rebondit sur un chemin, c'est pas capable de dire « Ah, ben il y a un tuyau en dessous de ton chemin, il y a un ponceau qui passe là. » Fait que là, quand il y a des remblais de routes, comme ce qu'on voit ici, donc en rouge, on voit les routes, bien là, la route qui est ici, là, il y a des bonnes chances qu'il y ait un ponceau. Puis s'il y a un ponceau, bien, on ne l'a pas vu parce que le remblai de la route a fait calculer les algorithmes pour dire ben ton écoulement va longer la route, va s'en aller dans son fossé, puis rendu au point le plus bas de la route, il a dit ben là, je suis capable de traverser à cet endroit-là. Donc, il traverse la route à l'endroit qui n'est pas le bon endroit. Donc, ce qui fait qu'ici, on pense qu'on a un cours d'eau permanent, mais dans la réalité, puis là, c'est la même chose ici, je vais juste changer en disant, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit au logiciel, il y a un ponceau, fait que brûle-moi le modèle numérique de terrain, puis fais-moi passer l'eau au bon endroit. Bien, en faisant ça, sur ces deux endroits-là, on se rend compte que ce cours d'eau-là n'est pas aussi important, mais lui, il n'était pas sur la carte du tout et il est important. Donc, à partir de là, ces erreurs-là sont connues, mais c'est très difficile à détecter. On ne peut pas y arriver de façon automatique pour 100% des traverses de cours d'eau. Donc, il reste encore du travail à faire là-dessus. On a des projets de recherche dans l'avenir qui veulent se pencher sur cette question-là de façon plus précise. Une autre question qu'on s'est posée avec le temps, c'est qu'on est capable de cartographier les milieux humides. Ça, c'est la cartographie officielle de Canard illimité, là. Donc, on a des marais, des marécages, des milieux humides et des tourbières. Donc, on voit qu'ici, il y a un lac, c'est de l'eau, et autour, on a une tourbière. Mais quelle partie de la tourbière est tout le long d'un cours d'eau comme ça? Il doit bien avoir une partie de la tourbière qui est inondable, puis une partie qui n'est pas inondable. Mais la cartographie de Canard illimité ne fait pas la nuance de ça. Puis une des problématiques qu'on a vues dans la littérature, c'est qu'on s'est rendu compte que les
rôle hydrologique qu'on veut avoir comme société, c'est le laminage des crues, la captation des sédiments, la stabilisation des sols, les échanges d'eau souterraine. Et ce sont des fonctions hydrologiques qui sont associées aux milieux qui sont inondables, mais pas à ceux qui ne sont pas inondables. Donc, on est dans une situation où de savoir que c'est une tourbière ici m'intéresse peu. Moi, je veux savoir la partie qui est inondable de cette tourbière-là. Et à partir de là, on a fait des travaux où mon équipe a fusionné justement les lits d'écoulement potentiel, le TWI, le modèle d'auteur de canopée et d'autres indices que je vous montre après, une profondeur de nappe phréatique en fait, pour être capable de dire, bien, dans ce grand complexe de milieux humides-là, bien, il y a une partie qui est inondable, il y a une partie qui n'est pas inondable. Donc là, on est capable d'associer des fonctions hydrologiques à des parties de territoire particuliers de façon assez précise. Et ça, c'était quelque chose qui était très intéressant, qu'on voulait développer depuis longtemps. Puis justement, je veux juste vous montrer à quel point ça segmente le territoire à cet endroit-là, ça le sépare, mais ça va aussi dans les milieux agricoles, parce que le milieu agricole, Canard illimité, ne le fait pas. Ce n'est pas un écosystème humide. Mais par contre, nous, on est capable de le dire, ben oui, ça déborde, même sous des lignes électriques. Puis c'était le cas ici, sous la ligne électrique, ça n'avait pas été identifié, mais sous la ligne électrique, ça l'est. Un milieu humide et un milieu hydrique en plus, parce que dans ce cas-là, ça réduit les crues. On est allé encore plus loin, parce qu'on s'est fait demander, ça, c'est des travaux qu'on faisait avec le ministère de l'Environnement. Puis là, le ministère de l'Environnement, il y a une autre équipe au ministère de l'Environnement, vous savez comment c'est fait les ministères, là, il y a plein de silos. Puis là, chacun, il se parle une fois de temps en temps, puis il dit « Hey, on a fait de quoi qui a bien avancé? » Donc, il y a un autre groupe du ministère de l'Environnement, complètement différent du premier, qui a dit « Hey, on aimerait ça savoir si on serait capable d'identifier en territoire agricole le fameux littoral. » Donc, c'est quoi la largeur d'un cours d'eau? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les mêmes produits qu'on venait de faire, mais on l'a appliqué à un territoire fortement urbanisé. Puis, c'était pas là-dessus qu'on avait travaillé au départ, c'était beaucoup des milieux naturels. Donc là, on était dans des endroits où on avait, comme ici, c'est un exemple, d'un cours d'eau qui avait été complètement, justement, linéarisé, excavé pour le rendre droit avec des bordures en angle. Et ça, des territoires comme celui-là, en milieu agricole, c'est très fréquent. Donc, est-ce que notre modèle va fonctionner à cet endroit-là? Donc, puis là, le pire, c'est que sa photo, je pense que vous les voyez toutes, c'est Zachary, ça doit être Émilien, puis ça doit être Thomas ou Roch. Donc, on avait une équipe qui travaillait là-dessus pour justement définir le milieu humide, le milieu riverain, en fait, qui est, encore une fois, un mix entre le milieu aquatique et le milieu sec. Donc, je vais essayer d'aller rapidement là-dessus parce que le temps passe vite. Mais si on regarde la figure qui est là, c'est pour vous exprimer qu'au départ, il y a un milieu aquatique. Puis le milieu aquatique, bien, il y a le débit de la rivière qui va changer assez fréquemment dans cet écosystème-là. Et le débit de base va être l'endroit où on va dire, bien, le milieu aquatique se termine ici pour commencer à être un milieu qui est terrestre par la suite. Et le milieu terrestre, il va à un moment donné se rendre à être tellement loin de la profondeur de la nappe phréatique qu'on va considérer que c'est un milieu sec ou un milieu humide adjacent, donc le milieu qui n'est pas sec. Puis tout ce qui est entre les deux, c'est le milieu riverain. Puis le milieu riverain, ben, on l'appelle l'écotone riverain ou le milieu riparien. Et dans ce secteur, dans ce territoire-là, nous, on a fait exprès, on l'a bien analysé avec des centaines, voire maintenant des milliers de transects. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux zones. Une zone qui répondait beaucoup à l'hydrologie par les crues, qui laissait des traces d'érosion sur le territoire. Et ça, on a appelé ça la zone inondable de forte récurrence. Et on l'a comparé à, dans ce cas-là, la zone d'influence aquatique, parce qu'ici, il y a des plantes qui sont habituées de pousser les racines proches d'une nappe phréatique. Donc, ce n'est pas comme le milieu sec, mais c'est une transition du milieu riverain. Et ça, cette zone-là, en fait, elle correspond écologiquement au milieu riverain, mais hydrologiquement, ce n'est pas un milieu riverain. Donc, c'est un peu complexe. Puis à partir de là, on a travaillé sur justement l'utilisation d'un indice où on simule une profondeur de nappe phréatique. Mais c'est à peu près la même chose que de faire une simulation d'une hauteur de débordement dans notre cours d'eau. C'est comme si on la simulait. Et à partir de là, est-ce que c'était possible de l'utiliser comme indice? Et les travaux de Émilien Pommeau nous ont donné ces résultats-là. Je vais essayer de faire ça vite parce que c'est quand même complexe, mais j'ai juste gardé une diapo comme celle-là dans ma présentation. C'était pour vous dire que, justement, nous, on a établi un seuil de 50 cm parce que on est capable de, à partir de données topographiques qui ont été prises sur le terrain, mais aussi des données LIDAR, on est capable de dire que
le milieu qui est la zone d'inondation en forte récurrence est toujours situé topographiquement plus bas que le milieu qui est adjacent, qui est plus sec. C'est un peu niaiseux à dire, mais c'est parce que écologiquement, on le mesurait, puis par la suite, on était capable de dire, bien, topographiquement, ça correspond à au niveau écologique. Donc, cette correspondance-là de la différence d'élévation en fonction de la dimension du bassin versant, ça nous a porté à amener des indices qu'on ajoute maintenant dans nos algorithmes et qui nous permettent de délimiter à partir d'une cote de crue d'un cours d'eau, en fonction de la dimension de son bassin versant, c'est quoi la zone qui pourrait correspondre à l'écotone riverain. Donc, c'est quand même nouveau parce que personne, en fait, il y a plein de littérature qui dit « Ouais, mais c'est la pente, c'est la distance. » Ouais, mais la pente et la distance, c'est en même affaire que la topographie. Une fois que tu as accès à la topographie, ce n'est que l'élévation qui devient le critère important. Donc, les résultats, puis là, je résume beaucoup parce que c'est les travaux d'Émilien, de Zachary Giroux, de Thomas Mimot-Langis et de Roch-Alexandre Tremblay qui ont, dans ce cas-ci, démontré qu'il y avait des indicateurs très différents, entre autres, de la présence de sédiments, de débris dans la zone où il y a des inondations fréquentes. On s'entend, là, c'est le cours d'eau, là, à chaque 2 ans, va déborder jusque-là. Donc, le sol est différent, la végétation est différente. Les communautés végétales, ici, sont résistantes aux inondations et à cet endroit-là, sont résistantes à la nappe phréatique élevée. Donc, on a, dans les 2 cas, de la communauté végétale typique des milieux humides et des sols hydromorphes. Donc, ça correspond à ce que sont les milieux riverains au sens des définitions. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on est capable de dire que statistiquement, là, c'est bien proche du 50 cm ici. Puis ici, c'est statistiquement très proche de 1 mètre. Puis là, j'ai des plus ou moins parce que ça dépend de la dimension du bassin versant. Mais à partir de là, c'est qu'on a été capable de dire au ministère de l'Environnement, vos méthodes, ben, ils ne correspondent pas à la même affaire. Vous avez une méthode pour déterminer le littoral qui utilise le débit de récurrence, puis d'autres qui utilisent une méthode botanique, puis ils ne donnent pas la même limite. Fait qu'en fonction de l'expertise, t'envoies-tu un biologiste ou t'envoies un hydrologue, tu n'arriveras pas avec la même limite du même écosystème, puis à partir de là, tout le cadre réglementaire s'applique. Fait que là, ça devient ambigu de leur côté de faire ça. Puis surtout, c'est qu'en milieu riverain anthropisé, où on a justement un travail du sol qui a été fait, donc on a complètement défait la structure, on a approfondi, en fait, on a rendu plus profond le cours d'eau. Mais dans ce cas-là, on est encore capable d'identifier la ZIFR, mais la zone d'influence aquatique, ça ne marche plus. En fait, elle ne joue même plus ses rôles. Donc, on perd les fonctions hydrologiques de réduction des inondations, de maintien des sédiments. Tout ça, on les perd parce que, justement, les pentes sont trop fortes et ben, c'est difficilement identifiable. Mais on est quand même encore capable d'identifier la première zone à l'intérieur de ce territoire-là, ce qui était un des objectifs qu'on avait avec le ministère. Donc, qu'est-ce que ça a mené? Bien, ça a mené à améliorer encore une fois. Puis là, c'est pas la plus récente. Là, je vois Naïm en arrière, mais Naïm est rendu à plusieurs versions de ce schéma conceptuel-là qui permet de prendre toutes les informations puis de s'en aller vers une carte. Puis c'est ça l'avantage, c'est qu'on est capable de générer une carte. Pas juste de dire, chez le propriétaire X, je suis allé sur le terrain, j'ai mesuré le littoral arrive ici. Là, on produit une carte pour tout le territoire, peu importe on est chez qui. Puis à partir de là, bien, des experts sur le terrain pourront aller valider si c'est vrai ou pas. Mais surtout, c'est que là, on arrive avec des surfaces de territoire. On a des surfaces de zones inondables. On n'a pas juste une ligne, c'est des surfaces maintenant. Et ça, c'est un changement majeur dans la façon de concevoir les fonctions hydrologiques qui sont associées au milieu hydrique. Ça va vite. Il me reste quelques petites diapos pour vous présenter justement quelques problématiques qu'on a vues, mais qu'on s'est servi pour justement régler d'autres problèmes. Donc, le LIDAR, ce n'est pas parfait. Je vous l'ai dit, il y a une erreur de plus ou moins 16 cm. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé justement dans des milieux très plats. Puis vous le voyez ici, là, c'est un champ agricole. Donc, il y a des endroits où ça a été hercé, d'autres non. Il y a du bruit. Mais on voit qu'il y a, c'est probablement là, dans des dépôts sableux, ça a tendance à réagir de cette façon-là. C'est que quand il y a assez d'eau, il y a de l'érosion qui se fait, puis là, tu te ramasses avec des incisions du territoire assez évidentes. Donc, on voit très bien les cours d'eau ici qui apparaissent à cet endroit-là. Donc, on s'est dit, les cours d'eau commencent à ces endroits-là, mais en même temps, ça, c'est basé sur un modèle numérique de terrain, puis on sait qu'il y a des erreurs dedans. Fait que pourquoi on n'ajoute pas des erreurs dedans?
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des erreurs aléatoires une première fois. Fait qu'on a mis du bruit on a dit, chaque pixel, tu peux mettre plus ou moins 8 cm. Fait qu'il y en a que t'en enlèves, il y en a que puis vas-y de façon aléatoire. Vas-y comme ça te tente. Fait qu'à partir de là, on refait le travail, puis là, ça nous dit, là, ton cours d'eau, il commence pas mal plus loin ici. Celui-là, il commence pas pantoute à cet endroit-là. Ça, c'est juste parce qu'il y a 3-4 pixels ici qui ont fait passer l'eau à un autre endroit. Fait que quand c'est très plat, ça a un rôle assez important. Mais là, tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, j'ai oublié de mettre les itérations. Là, je viens de me rendre compte de ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça 100 fois. Là, maintenant, on est rendu à 30. On s'est rendu compte que ça ne servait à rien de faire 100 fois. Là. Mais l'idée, c'est que là, on se rend compte qu'une fois que tu as fait ça 100 fois, là, tu as les 100 parcours que tu mets un par-dessus l'autre. Puis on se rend bien compte que ici, c'est probable qu'il y a un petit cours d'eau qui commence là, mais le cours d'eau ici, là, il est fort probablement en train de commencer plus dans ce secteur-là. Puis lui, il va quand même pas mal plus loin. Il pourrait avoir des cours d'eau à cet endroit-là. Donc, cette information-là, on l'a maintenant de plus en plus intégrée, mais pas pour faire des nouvelles cartes, mais pour caractériser si les cours d'eau qu'on a délimités sont réels ou pas sur le territoire. C'est un peu complexe, là, mais on est en train d'avancer pour produire des produits dérivés du LIDAR, donc de la cartographie des lits d'écoulement potentiels, mais interprétable, avec une information d'interprétation dedans, direct au départ. Puis là, ce que je vous ai montré là, c'est le fun, mais c'est parce qu'on peut faire ça aussi pour des bassins versants, parce que là, si tu traces un bassin versant, c'est pour un modèle numérique de terrain, mais si tu fais 100 modèles numériques de terrain où tu ajoutes un peu de bruit, ça va te donner une multitude de bassins versants. Ça va te donner 100 bassins versants qui vont être légèrement différents parce qu'il y a des pixels qui vont avoir changé. Et ce faisant, il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est Maxime Fortin qui a travaillé, puis on est en train de continuer sur cette question-là. Et c'est la délimitation d'un bassin versant. Donc, ton bassin versant, il peut être plus grand que le premier que tu as délimité en noir. Puis, ceux qui sont probables, c'est ceux qui sont en jaune. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on veut faire? On est en train de calculer le dimensionnement de ponceau? Dans ce cas-là, je vais prendre de plus grands bassins versants, puis je vais être capable de prévoir le pire. Donc, il y a une façon de gérer le territoire et les bassins versants, surtout les petits, parce que plus les bassins versants sont petits, plus l'erreur est grande. Et quand tu arrives avec le bassin versant de la rivière Montmorency, là, ça ne changera rien. Il va être la même grandeur, même si on ajoute des données LIDAR dedans. Sinon, là, on est en train, ces temps-ci, les plus récents travaux, c'est l'optimisation du TWI, donc l'indice d'humidité topographique. On applique maintenant un filtre, puis vous le voyez, là, ici, c'est la donnée brute. On voit, je ne sais pas si vous le voyez d'aussi loin, là, mais on voit certaines zones où c'est texturé, mais cette texture-là, elle est artificielle. C'est dû au fait que tu n'as pas des points partout, tu as des erreurs. Mais une fois qu'on a lissé, donc il y a un nouvel algorithme là, qui a été utilisé, là, un filtre qui amenuise les petites erreurs, mais pas les grosses variations. Donc, on ne perd aucune nuance dans les chemins, dans les buts. Mais par contre, dans les milieux plats, ça atténue les choses. Et qu'est-ce que ça change sur le TWI? Ça nous change un TWI qui était très pixelisé. Et ces milieux-là, là, ça c'est typique, là, nous autres, on est rendus habitués. Là. Ça, c'est une tourbière. C'est une tourbière bombée. Ça fait des formes comme celle-là, on le sait. Mais la tourbière bombée, quand on la met justement avec un filtre, on arrive avec une définition beaucoup plus claire, mais surtout aussi des bordures plus claires de certains types d'écosystèmes, que la finalité n'était pas si claire. Puis quand on arrive sur le terrain, on marche, là, puis tu descends une côte, puis là, tout d'un coup, c'est comme si tu as fait fini des escaliers, là, puis tout est plat. Ça, là, maintenant, on le voit beaucoup mieux grâce au filtre. Qu'on est en train de travailler, puis là, on présente aussi les filtres sans filtre et avec un filtre spatial de 3 mètres. On avait une autre méthode qui ne fonctionnait pas très bien. Puis quand on regarde ça, si vous regardez l'image en arrière-plan, là, c'est impossible que quelqu'un, à l'œil, par photo-interprétation, trouve toute la subtilité de la localisation des milieux humides qui sont sur le territoire. Le LIDAR te donne une information qui est impossible à voir juste par photo-interprétation. Donc ça, cette information-là est améliorée, puis on est en train de le faire avec un autre indice qui est le Downslope Index, je vais passer rapidement, et ça bonifie légèrement un peu l'algorithme, et c'est une façon d'illustrer les pentes différemment. Voilà. Donc, ce que tout ça mène dans les dernières étapes, ce qui est le plus récent comme résultat, là, c'est des résultats qu'on a présentés il y a une semaine,
c'est qu'on vise de plus en plus à régionaliser les seuils des lits d'écoulement potentiels, c'est de faire en sorte qu'on passe des cartes avant l'IDAR. Ça ressemblait à ça, les cartes. Ça, c'est le secteur du bassin versant du ruisseau des Eaux-Volées à la forêt Montmorency. Puis c'était des cours d'eau essentiellement intermittents. Puis quand on regarde la carte actuelle, il y a beaucoup plus de cours d'eau permanents et beaucoup moins de cours d'eau intermittents. Puis avec le temps, nous autres, on se disait, ouais, mais on est allé, puis il y a certains cours d'eau qui n'existent pas, il y en a qui sont en milieu plus incertain. Et ça, c'est les cartes les plus récentes où c'est une interprétation, en fait, des cours d'eau. C'est les mêmes cours d'eau qui sont là, mais sur lesquels on dit, ici, là, c'est probablement un écoulement diffus ou celui-là en rouge, là, il n'existe pas. On est confiant qu'il n'existe pas parce qu'on a roulé les algorithmes qui nous disent, ben, avec les erreurs, il pourrait passer tellement n'importe où que ce cours d'eau-là, il n'existe pas. Puis à certains endroits, comme ici, il y a un petit milieu humide. Ben, les cours d'eau dans le milieu humide, là, tu ne le retrouveras jamais. Là, ils passent n'importe où, ils passent dans la tourbière, puis tu vas avoir un cours d'eau, il va disparaître, puis à la fin du milieu humide, il va recommencer à être un cours d'eau. Mais dans cette zone-là, tu ne sais pas de chercher le cours d'eau, il n'est pas là, il passe un peu n'importe où. Fait que toute cette nouvelle façon d'illustrer, ça se peut que ça soit éventuellement diffusé par les ministères qui ont la responsabilité de diffuser cette information-là. Et c'est une façon beaucoup plus efficace, justement, de traiter puis d'analyser les données hydrographiques sur le territoire. Ce qui nous reste à explorer, bien, il y a le régime d'écoulement des cours d'eau de tête, parce que c'est vrai qu'un cours d'eau intermittent, c'est intermittent. C'est vrai qu'un cours d'eau permanent, c'est permanent. Comment on fait pour le déterminer? C'est René Hudon qui travaille sur cette question-là. Si vous voulez voir les résultats, elle va présenter au CEF au mois de mai, donc le 26, si je me souviens bien. Il y a les milieux humides non inondables. Ça, c'est Jérémy Michaud-Simard qui est juste là, qui travaille sur les milieux humides non inondables en Gaspésie. Il y a la caractérisation hydrologique d'une tourbière naturelle qui est faite par Marianne Landry et perturbée par François-Xavier Coder, qui va être des informations qui vont peut-être pas nécessairement améliorer les données LIDAR, mais ça va quand même améliorer les choses. On va un projet qui va commencer sur les caractérisations des bassins versants et les refuges thermiques, qui va être aussi basé sur les données LIDAR. Et voilà, j'ai d'autres projets qui vont commencer, si on a le financement, sur l'influence des dépôts de surface, la détection de ponceaux et l'érosion des routes, le libre passage du poisson dans les ponceaux, parce que ça aussi, c'est des informations qu'on peut faire par rapport au LIDAR. Et ben, c'est ça. Au final, le LIDAR, ça change tout. C'est des données topographiques à haute résolution qui sont dérivées du LIDAR, qui permettent de mieux délimiter les milieux humides et hydriques. Là, les délimiter, c'est mieux les mettre sur la carte avec plus de précision au bon endroit pour la bonne largeur. Et c'est une révolution par rapport à la disponibilité des données hydrographiques. Et ça, il y a beaucoup d'endroits qui ont des données LIDAR disponibles. Ils ne sont pas gratuites, ils ne sont pas traités. Là, il y a des années, ça fait 10 ans qu'il y a des équipes de recherche qui travaillent à trouver tous les codes pour réussir à produire des cartes efficaces. On a la chance au Québec d'avoir une diffusion gratuite de tout ça pour tout le Québec méridional maintenant. Ça, c'est, je le souligne, grâce à la direction des inventaires forestiers du ministère des Forêts, c'est extraordinaire le coup de génie qu'ils ont eu en 2016 de dire on acquiert ces données-là, mais il y a une condition, il faut qu'elles soient publiques. Si ça n'avait pas été ça, on ne serait pas ici pour se jaser, on serait encore rendu à essayer de taponner des données, chacun notre bord. Il y aurait pas, ça ne serait vraiment pas aussi avancé. Donc, félicitations à l'équipe du ministère des Forêts là-dessus. Il y a encore plus d'améliorations à venir. Puis, je le répète, là, mais il y a de l'usage à élargir parce qu'il y a encore, c'est surprenant, beaucoup de réticences parce que les gens trouvent qu'il y a trop de cours d'eau puis il y a trop de milieux humides. Ça serait tellement plus simple de gérer avec des bonnes vieilles cartes où il manque de l'information. Là. Ça va bien. Mais je caricature un peu, mais les gens qui nous disent qu'ils n'aiment pas le LIDAR, c'est parce que généralement, ils ont regardé leur cours d'eau en arrière de chez eux puis ils disent « Hey, j'étais le seul à le savoir. Comment ça se fait que tout le monde le sait que j'ai un cours d'eau et un milieu humide dans ma cour en arrière? J'aimerais mieux que ça ne se sache pas. » La plupart du temps, c'est ça les commentaires qu'on a. Donc, voilà, j'ai eu plusieurs partenaires. On a eu plusieurs partenaires, dont le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts. Plusieurs régions aussi nous ont été aidées, plusieurs MRC. Puis c'est grâce à une grande équipe. Là, je ne sais même pas une liste exhaustive, mais c'est plus qu'une trentaine de personnes depuis 10 ans qui travaillent sur ces questions-là dans mon laboratoire. Donc, merci à tous. Toutes. Ça donne le goût de suivre tes cours d'hydrologie forestière. Je ne sais pas pour vous autres. On prendrait quelques questions. On a du temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Louis?
C'est le micro. Bon. Et Sylvain, tu l'as alludé à la toute fin. Est-ce que maintenant qu'on sait qu'on est capable de mieux les cartographier, qu'il y en a plus, est-ce que ça implique une révision des modalités de protection qu'on a mis en place les autres années? Tu sais, comme par exemple les bandes de 20 mètres. Moi, j'y crois. Oui, ta question est excellente. C'est une des questions de base que j'avais dès le départ. Pourquoi garder une bande riveraine de 6 mètres sur un cours d'eau intermittent? Surtout que là, plus ça avance, plus on se rend compte que ça n'existe pas tant, un cours d'eau intermittent, puis que les cours d'eau sont presque tout le temps permanents, ou en tout cas, on arrive à des conclusions qui font en sorte que, pourquoi pas mettre une bande riveraine dépendante de la dimension du bassin versant. Tu en veux une de 6 mètres, on va mettre 6 mètres, 7 mètres un petit peu plus loin, 8 mètres, on va passer à 10, à 12. Tout peut se faire de façon numérique, de façon très simple. Puis oui, on serait en mesure de mieux protéger parce que surtout, c'est qu'une bande riveraine de 20 mètres, si tu la mets le long du cours d'eau, ça se peut qu'à 21 mètres, tu as une zone humide, molle, puis que finalement, pourquoi tu as protégé 20 mètres de large une place, tu n'avais pas besoin de protéger 20 mètres, puis tu n'as pas protégé un endroit qu'on sait qui est plus humide. Donc là, les bandes riveraines, là, on pourrait tout réfléchir ça avec une autre approche, mais pour l'instant, je n'ai jamais eu aucune conversation au sujet d'un changement réglementaire avec quiconque au ministère des Forêts ou de l'Environnement. Pour l'instant, leur cadre réglementaire est en place et là, il fait le travail. C'est tout le temps la même question. Je ne pense pas que c'est à cause des individus, c'est que le mandat n'est pas là de changer les choses, de réfléchir autrement. Puis surtout, c'est qu'il y a des acquis, des façons de faire qui sont là depuis tellement longtemps que c'est difficile à faire changer. Mais c'est très logique de réfléchir à une autre façon de protéger les milieux humides et hydriques au sens large avec des mesures de protection qui seraient plus efficaces. Et les autres provinces, elles? C'est une bonne question, mais à ma connaissance, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, la Colombie-Britannique sont toutes encore avec des bandes riveraines de largeur fixe. Même si aujourd'hui, la largeur fixe aurait... Si on partait des projets de recherche, cette question-là, on pourrait vous arriver dans 5-10 ans, même moins que ça, peut-être dans 5 ans, on arriverait à des conclusions de dire on peut maintenant générer des zones de protection des milieux aquatiques les plus efficaces possibles. Puis ça pourrait être en équilibre. Là. On pourrait ne pas avoir aucune perte de possibilités forestières. Puis justement, mais ça, c'est tout le temps la même affaire. Moi, j'ai un discours très simple à propos des bandes riveraines. Les bandes riveraines, ça sert pour des fonctions hydrologiques. Pour moi. Mais je sais que les bandes riveraines peuvent servir à d'autres enjeux, entre autres de corridors fauniques, de protection du paysage. Il y a plein d'autres usages à une lisière boisée, mais pour un point de vue purement hydrologique, la règle de protéger 20 mètres, on s'en sac. Pourquoi? C'est pas logique. C'était logique quand on n'avait pas les outils aujourd'hui. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de garder un 20 mètres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Donald, pourquoi pas? Excellente présentation, Sylvain. J'ai vu plein d'affaires dans ta présentation sur lesquelles j'ai eu des idées, puis peut-être que tu les as déjà eues, mais où vois-tu l'implication des algorithmes d'apprentissage automatisés, entre autres dans l'identification des zones humides, même à la rigueur de l'itération pour déterminer les écoulements là, sur des têtes de ravins en formation. Ouais. Je pense qu'un algorithme comme le Random Forest ou avec le machine learning permettrait de te proposer des tracés là, que tu pourrais, parce que j'ai vu là, tes itérations, puis ils finissaient par sortir des valeurs très probables. Tu pourrais, j'imagine, te réfléchir à ça? Oui, puis jusqu'à présent, on n'a volontairement jamais utilisé ça parce qu'il y a déjà suffisamment d'informations dans la donnée LIDAR puis on y ajoute de l'aléatoire à l'intérieur de ça, des erreurs, qui, même en n'utilisant aucun algorithme d'intelligence artificielle de reconnaissance, parce que nous, l'affaire, là, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance qui est faite des territoires. C'est une cartographie pure et dure basée sur des calculs purs et durs. Puis à partir de là, il n'y a pas d'ambiguïté parce que ça fonctionne bien. On n'a même pas besoin d'ajouter de la reconnaissance parce que la question, entre autres, je le montrais tantôt, par photo-interprétation, je suis convaincu que c'est impossible de trouver toute la subtilité des sols qui sont propices à garder de l'eau
comme le fait l'indice d'humidité topographique, le TWI. Ça, c'est beaucoup plus précis en termes de ce qu'on peut délimiter sur le territoire par rapport à même de la photo-interprétation. Puis là, la question, c'est que des algorithmes d'apprentissage, il faut que tu lui donnes des territoires d'apprentissage. Puis une fois que nous, ils sont cartographiés, tu auras beau y dire, ben ça, c'est un cours d'eau, trouve-moi d'autres cours d'eau, il n'en trouvera pas d'autres. On les a tous identifiés. Fait que c'est un peu étrange, mais on est dans une situation où moi, je n'y crois pas nécessairement à la bonification des apprentissages. Il peut y en avoir pour la caractérisation des territoires forestiers, donc de l'écologie. Est-ce que tu es dans un marais plus riche, plus pauvre? C'est quoi les types de végétation? Là, pas les organisations, mais tout l'apprentissage profond devient pertinent parce qu'il y a une panoplie d'informations satellitaires qui peut nous aider, puis il faut les superposer, faire le tri là-dedans. Puis ça, c'est là que les machines sont plus pertinentes. Oui, mais je pense quand même sur tes matrices, tes modèles numériques, là, il faudrait reconnaître des patterns, mais oui, tu sais, au fait. Oui, exact. Mais ça peut se faire, entre autres, pour la caractérisation des sols de plus en plus. Puis je pense que c'est là qu'est l'avenir. Parce que nous, de plus en plus, on se rend compte qu'on a besoin d'une bonne cartographie des sols, des dépôts de surface, puis il n'est pas assez précise à l'heure actuelle. Fait qu'il faut que ça corresponde aux données LIDAR aussi. Donc, les cartographies des dépôts de surface faites à partir des données LIDAR sont extrêmement pertinentes pour les outils qu'on développe, nous, de notre côté. Puis les indices normalisés par imagerie satellitaire, ça, tu... non, on ne travaille pas là-dessus, même pas. Super. Parce qu'il ne voit pas les cours d'eau en dessous. Là. Merci, Donald. Puis il y a aussi, avez-vous quelque chose qui s'en vient pour les milieux humides temporaires, les étangs vernaux, par exemple? Il y a déjà des travaux qui ont été faits. Nous, on n'en a pas fait, mais le CERFO a fait des très belles études là-dessus où, dans des régions où il y a des étangs vernaux, parce que ce n'est pas toutes les régions qui en ont, les dépressions sont super faciles. Dans les données LIDAR, là, c'est en un clic, là, tu trouves tous les trous. Là. Fait que ça te dit, là, il y a une piscine. Là, il y a une piscine. Puis là, c'est 3 pixels jusqu'à grand comme la salle. Là, fait que c'est très, très, très varié. Puis à partir de là, ben, c'est de savoir lesquels sont des réels étangs vernaux ou pas. Et à partir de là, il y a dans les régions, si je me souviens de l'Outaouais, les dépressions, c'était 1 sur 2 pratiquement qui étaient des étangs vernaux. Mais à la forêt Montmorency, des étangs vernaux, dans ma tête, ça n'existe pas parce qu'ils sont tous remplis par de la tourbe. Mais à partir de ce qu'on a, tous les indices d'humidité topographique correspondent à où il y aurait un étang vernal ou un milieu humide. OK. Une dernière question? Oui, en ligne. 3 questions. Donc, il y a Zach Chakeri qui remercie pour la présentation. Avez-vous essayé d'utiliser ces résultats haute résolution comme données d'entrée pour des modèles de propagation du feu? Non, je n'ai jamais essayé. Je ne suis pas dans l'étude des feux. Je sais que les lits d'écoulement potentiels sont maintenant pris en compte par le bureau du forestier en chef dans certaines situations pour les zones d'exclusion. Mais ça pourrait être fait de la même façon, effectivement, pour des indices de feu. Je ne vois absolument pas aucun problème, même que ça serait une très bonne idée de les utiliser. Là. Tout à fait. Okay. Parfait. Il y a une deuxième question. Pourriez-vous préciser quel algorithme ou quelle méthode de filtrage a été utilisée pour le traitement de l'indice topographique d'humidité? C'était quoi donc? C'est FPS, Feature Preserving Smoothing. Puis c'est dans la boîte White Box de M. Lindsay, qui est disponible en open source. Ah, puis il est maintenant disponible sur ArcGIS Pro maintenant. Exact. OK, parfait. Et donc, il y a une... Oui, tout ça, c'est gratuit, effectivement. C'est open source comme source de données, algorithme. Dernière question? Troisième question. Vous discutiez de l'apport d'une incertitude de 8 cm ajoutée à la cartographie, bruit aléatoire, ce qui bonifie l'analyse des indicateurs accessibles, par exemple bassin versant de taille variable. Je me demandais si vous aviez aussi ajouté des itérations à partir de la génération de MNT provenant d'algorithmes variables. Exemple CSF, MCC, PMF. Non, on n'a jamais essayé, mais ça serait une bonne idée. Puis à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était pas nécessairement... Parce que là, il y a un immense dossier autour de ça, c'est comment on génère un MNT. Il y a plein de façons de générer des MNT. Et à la base, il y a même aussi l'enjeu de... nous, dans la région de Québec, on travaille sur le modèle numérique de terrain qui date de 2016. Mais il y en a un qui vient d'être fait en 2020, un survol qui a été fait en 2024 ou 2025.
Là, on va avoir un nouveau modèle numérique de terrain. On va faire quoi? On va enlever l'ancien, on va remettre le nouveau, on va fusionner les deux. On va faire quoi? Oh boy, là, pour l'instant, tout le monde se dit, ben là, on va juste extraire les données forestières, on verra pour le reste. Et c'est parce que ça peut devenir un enjeu important, même la question de l'interpolation des points au sol. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste dit, on ne veut pas se mêler de la production du MNT, ce n'est pas l'expertise de notre laboratoire. Par contre, si on joue avec un modèle numérique de terrain, avec une erreur raisonnable, est-ce que ça a des influences sur la compréhension du parcours de l'eau? La réponse, c'est oui. Fait que toute nouvelle approche de génération de modèles numériques de terrain avec des incertitudes à l'intérieur pourrait être entièrement gobée par nos algorithmes pour justement produire des lits d'écoulement potentiels ou des milieux humides qui vont être encore toujours plus précis. Donc, à partir de là, l'avancée des sciences pour le traitement brut, des données LIDAR brutes vers un modèle numérique de terrain. Nous, on n'a pas travaillé là-dessus, mais on est entièrement d'accord à ce que ça se développe parce que nous, on va utiliser ces résultats-là par la suite. Merci, ça va conclure la conférence. Merci encore, Sylvain, pour ta présentation. Merci beaucoup.